Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur la plateforme Zoom de l'Institut français de Madrid. Donc nous continuons ce cycle de lecture dramatisée que nous avons mis en place il y a déjà quasiment un an, en collaboration avec la compagnie Jouer avec les mots et notamment avec Nathalie Pinault et Lola Casamayor, que je remercie et que je salue. Aujourd'hui, mardi 23 mars, nous vous proposons des extraits du premier roman de Maryam Alaoui qui s'intitule « La vérité sort de la bouche du cheval », qui a été édité aux éditions Gallimard en France en 2018 et qui prochainement sera édité en Espagne, en espagnol, par la maison d'édition Citara Editorial. Donc voilà, c'est une activité que nous organisons en collaboration avec le festival Ellas Crean, un festival madrilène qui promeut les activités faites par les femmes dans plusieurs domaines artistiques. Et c'est également donc, voilà, une activité que nous organisons autour de la journée des droits, la journée internationale des droits des femmes qui a lieu, comme vous savez, le 8 mars. Donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Nathalie Pinault, donc, qui vous lira des extraits de cet ouvrage. Et ensuite, sachez que nous avons la chance et l'honneur d'avoir parmi nous Maryam Alaoui, l'autrice, qui sera avec nous pour pouvoir partager voilà, son ressenti sur cette lecture, et également nous raconter un peu la genèse de cette œuvre, de son premier roman. Donc n'hésitez pas, surtout, cher public, à poser les questions dans la partie du bas. Vous avez un petit chat, donc n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Moi, sans plus attendre, donc je vais disparaître de ce Zoom et je vais laisser la place à Nathalie Pinault. Merci encore à toutes et à tous pour votre présence et pour votre fidélité. Je suis à Bar Rachid. Voilà notre maison. Elle est comme toutes les autres. Je monte les escaliers et d'ici, j'entends ma mère parler. Elle est en train de dire aux femmes de mes frères quel gâteau elles doivent préparer pour Ramadan. Ma mère, Moui, est à moitié allongée sur le côté. Et en voyant, elle se redresse un peu. Juste ce qu'il faut pour me tendre la main, embrasser des deux côtés. Le dos, puis la paume. Quoi qu'on dise, la main d'une mère, ça reste sacré. Je la serre ensuite fort contre moi, après lui avoir embrassé le front. Ma fille, Selmia me saute dessus. Elle a grandi depuis la dernière fois que je l'ai vue. Elle a embelli. Moi, il est peut-être difficile, mais ce qu'on ne peut pas lui enlever, c'est qu'elle s'occupe bien de ma fille. Je salue les femmes de mes frères. Elles insistent sur chacune de mes joues plusieurs fois en faisant du bruit et en embrassant le vide. Je ne les aime pas trop. Toutes les deux, et chacune dans son genre, il faut toujours qu'il y en ait une qui me cherche des histoires. Ma mère, de ses yeux, me passe au scanner. Comment était la route? Elle était bien, moi, bien. Il ne faisait pas trop chaud? Si, la mort. Elle verse du thé. Et en regardant mes orteils pour y chercher je ne sais quoi. Tu as trouvé facilement un transport pour venir jusqu'ici? Oui, May, merci. Elle me tend le verre. Scrute du côté de mes oreilles. Et le travail, ça va? Tout se passe bien? Elle ne laisse pas une seconde de pause entre mes réponses et la question d'après. Et je la sens venir avec son interrogatoire. Dans une ou deux questions, il va y avoir celle que je n'aime pas entendre. Surtout devant ces deux-là. Après, elles vont se la péter avec leurs hommes et leurs enfants et leurs maisons. Comme s'ils étaient mieux que moi. L'autre damné n'a pas donné signe de vie. Qu'est-ce que je te disais? L'autre damné, comme elle l'appelle, tu l'auras compris, c'est mon mari. Avec lui, c'est une longue histoire. Et même si j'en ai pas vraiment envie, il est temps que je t'en parle.
J'ai rencontré Hamid 2 ou 3 ans après qu'on s'est installé à Barachi. Je devais avoir 17 ou 18 ans. Et il n'habitait pas loin de chez nous. La première fois que je l'ai vu, il était sur sa moto, une Peugeot 103 avec laquelle il pétaradait dans le quartier. Il était l'ami de mes frères. Il l'appelait le tailleur, parce qu'il passait sa journée à slalomer entre les rues avec sa moto, comme l'aiguille du tailleur entre les étoffes. La première chose que j'ai vue de lui, ce sont ses cheveux. C'était la fin d'une journée d'été longue comme la mort. Le soleil tapait fort encore. Sous son reflet, les cheveux de Hamid brillaient autant que le pot d'échappement de sa moto. Il en avait des tonnes et ils étaient aussi noirs que la nigelle. Les gens racontent que la nigelle protège du mauvais œil. Je peux pas te dire si c'est vrai ou pas. Par contre, je peux te dire que moi, elle a perforé les miens. Comme ça roulait plutôt bien pour lui, il était toujours bien habillé. Il était grand et mince, mais fort. Une beauté arabe, avec des sourcils épais. J'étais folle de lui. Toutes les filles du quartier l'étaient. De temps en temps, je le croisais en allant faire une course à l'épicerie. Et il me demandait d'appeler un de mes frères s'il était à la maison. À cette époque, mes 4 frères vivaient encore chez nos parents. Petit à petit, il a commencé à me parler et à me sourire. Et comme il me plaisait, j'avais le cœur qui sortait de sa place chaque fois qu'il me regardait. Tu sais comment c'est quand tu es jeune. Un regard allume un brasier. On a commencé à se parler. Et petit à petit, de parle-moi que je te parle, on est passé à embrasse-moi que je t'embrasse. Et puis à touche-moi que je te touche. Et de là, on a voulu passer à autre chose. Comme je tardais un peu trop, chaque fois que j'allais à l'épicerie, moi, qui commençait à se douter que quelque chose n'allait pas, à serrer les vis. Et un jour, elle m'a coincée en flagrant délit. On était en train de s'embrasser entre 2 murs. Lui avait la main pressée sur l'un de mes seins. Mes seins étaient tellement gros qu'ils débordaient entre ses doigts. Pas la peine que je te raconte la tannée que j'ai prise ce jour-là. C'était la plus grande tannée, après celle que j'ai prise environ 2 semaines plus tard. Comme je ne pouvais plus sortir, je passais la journée à monter et descendre du toit pour étendre le linge ou vérifier s'il était sec. À peine arrivé en haut, je me penchais pour tenter d'apercevoir Hamid et lui faire un signe. Comme il était ami avec le fils des voisins, il me rejoignait en passant par le toit de leur maison. On s'est vu comme ça jusqu'à ce que ma mère nous coince à nouveau. Quand elle est arrivée sur le toit, lui a pris la fuite. Et moi, a appelé mes frères pour leur dire d'aller dire à ce damné, ce bâtard, ce saligo, ce voyou, et je ne sais quoi encore, de ne plus rôder par ici, à moins qu'il ne cherche quelqu'un pour lui tendre la crinière. Et ensuite, elle s'est occupée de moi. Moi, je pleurais et je criais. Si j'avais su où tout ça allait me conduire, je me serais tapé un hammam pour masser tout ça. Et je serais rentrée gentiment me froisser sous une couverture. Et j'étais trop jeune pour ça. Et ça me démangeait encore là où tu sais. Les jours ont passé. Et moi, je continuais à pleurer et à me croire dans un film. Je ne voulais plus manger, je ne voulais plus me laver. Ni les coups de mouet, ni ceux de bas ne pouvaient rien contre ça. Mouet allait devenir dingue tellement elle ne savait plus quoi faire de moi. Un jour, sans prévenir, pendant qu'on était en train de manger, elle s'est tournée vers moi et elle a dit devant tout le monde: la seule solution avec toi, c'est le mariage. Et elle s'adressait à mon frère aîné en le pointant du doigt. C'est toi qui le connais le mieux. Ou toi? En se tournant vers un autre de mes frères. Sans attendre la réponse, elle a enchaîné en regardant entre les deux pour que celui qui se sente le plus visé agisse. Tu vas aller voir le gamin et tu vas lui dire de ramener sa mère pour que je lui parle. Et toi, je te préviens, elle m'a dit en dirigeant son index droit vers moi et son sourcil opposé vers le ciel, ne viens pas pleurer chez moi le jour où ça se corsera avec lui. Quelque temps après, on était mariés. Je crois que je ne suis jamais arrivée à ce degré de joie dans ma vie. Je ne me sentais plus de l'avoir arraché aux autres filles. On a fait une belle fête, on a égorgé un mouton, la famille est venue, les voisins sont venus. La famille du marié a envoyé une de ses vaches.
grande, généreuse, noire et blanche. Je l'ai vue arriver de loin par la fenêtre de la chambre où il m'avait mise pour me préparer. Elle prenait toute la largeur de la route. Et tu aurais vu comment ils avaient décoré son front. Ils lui avaient fait la plus belle couronne de menthe qu'il m'ait été donné de voir. Ah, c'était quelque chose. À mon mariage, les femmes ont dansé et les invités ont bien mangé. On a fait un de ces couscous. Si les assiettes parlaient, tu n'aurais pas distingué leur you-you de celui des femmes. Ma mère sait bien faire le couscous. Et moi aussi. Quand une femme enceinte a des envies, c'est mon couscous qu'elle demande. À ma naissance, ma mère a frotté un fouet de poulet dans mes paumes pour que je sache cuisiner. Et je te fais une de service, tu mangerais tes doigts avec. Après la fête de mon mariage, on est resté quelque temps à Barachi, chez sa mère. Puis Hamid a proposé qu'on aille vivre à Casa. Là-bas, il y a du travail, il a dit. On est parti. On a loué une chambre chez une dame. Au début, Hamid sortait le matin pour aller travailler. Je ne sais pas exactement ce qu'il faisait, mais l'essentiel, c'est qu'il ramenait de l'argent. Moi, je passais la journée à la maison, soit à regarder la télévision, soit à écouter de la musique. Et quand Hamid rentrait en fin de journée, on prenait un casse-croûte et on passait la soirée ensemble. C'était la fête. Et comme il n'y a rien de mieux que la vérité, c'est que tous les jours, j'étais comme une mariée le soir de sa noce. Il rentrait et me trouvait allongée, accoudée sur le côté, une main posée sur mes hanches rebondies à regarder la télévision, Scheherazade sur son lit de noces, comme si je passais la journée à poser comme une pute devant la télévision. Dès qu'il ouvrait la porte et que je lui apparaissais comme ça, il venait droit sur moi. Il ne pensait plus ni à son joint qu'il avait prévu de fumer, ni à ses copains avec qui il aimait parfois prendre des cafés, ni à rien d'autre. De tout ça, la seule chose qu'il voyait, c'était un cake fourré à la crème de la taille d'un être humain, posé sur son lit comme un don de Dieu. Aïe. Et puis, les 2 mois à la noix que dure la lune de miel sont passés. Et petit à petit, les choses ont changé. Sur le coup, je ne m'en suis pas rendu compte. Ça a commencé insidieusement, comme une maladie. Le temps que je le réalise, on m'avait déjà enroulé dans un linceul. Hamid s'est mis à sortir de plus en plus tard le matin. Il avait pris un emploi auprès d'un agent immobilier. C'est ce qu'il me disait. Et c'est comme ça qu'il justifiait qu'un coup, il venait avec une grosse somme et l'autre, il ne ramenait rien. Ces rentrées régulières, ça ne me dérangeait pas. Quand il me donnait plus que ce dont j'avais besoin, je cachais le surplus dans le placard avec mes affaires. Pour ne pas qu'il se rende compte que je mettais des pièces de côté, je continuais à lui demander tous les vendredis de m'en donner. Mais quand il n'y en avait pas, je n'insistais pas trop. Hamid se mettait vite en colère. Moi, quand je sentais monter, je ne lui laissais pas le temps de se tourner dans ma direction pour me chercher des poux dans la tête. Je me trouvais vite fait quelque chose à faire, comme aller chercher l'huile que j'avais oubliée chez l'épicier, ou la vache qui rit, ou une boîte de sardines, ou n'importe quoi qui me fasse au passage disparaître de sa vue. Mais des fois, il me coinçait avant. Quand ça arrivait, oh là là, je savais que c'en était fini de moi. Ce qu'il faut savoir pour comprendre ce que je dis, c'est que Hamid s'adonnait aux joints. Et il n'y a pas pire que les joints. Même si tout le monde, des mioches aux centenaires, fume, même si on dirait qu'il en pousse sur les trottoirs, tellement c'est courant. J'ai vu les bizarreries les plus noires dans ma vie, mais je n'ai jamais vu de maladie comme celle du hashish. Le hashish, c'est une maladie toute douce. Elle te rentre doucement dans la peau. Elle est cool, souriante. Tu te sens bien avec elle. Tu as envie de te mettre dans ses bras pour qu'elle te berce, comme ta mère faisait. Elle te fait le même effet à chaque fois. Elle te rassure. Et tes copains qui fument, eux aussi, ils sont cool et gentils. Et vous êtes tous dans les bras de la même mère. Vous êtes tous frères. Et vous vous aimez. Et puis un jour, tu sais pas pourquoi, comme une chatte, la mère prend un de ses petits et elle le mange. Comme ça. Pourquoi celui-là? Pourquoi pas son frère? Dieu seul sait. Moi, comme je ne le savais pas, laissais Hamid fumer comme il le voulait.
De la porter, c'est Hamid qu'elle a choisi. Il est devenu paranoïaque. Il doutait de tout ce qu'il voyait ou entendait. Hamid musait quand il s'y mettait. On passait des heures à parler dans le vide. Ça commençait par un rien et on se retrouvait à déterrer les morts. Il ne faut pas croire que je me laissais faire. Ce n'est pas mon genre. Mais la différence entre lui et moi, c'est que lui ne sentait pas l'épuisement. Il n'avait jamais le souffle court quand il s'agissait de se disputer. Et moi, à l'époque, je n'étais pas encore entraînée. À la paranoïa, au joint, à ses nerfs et à l'argent qui se faisait de plus en plus rare, il a ajouté l'alcool. Il buvait dehors avec ses copains en fin de journée avant de rentrer dîner. De temps en temps, il en ressortait après dîner pour continuer. Puis, il a accéléré la cadence. D'un côté, ça m'arrangeait, parce qu'il commençait à me fatiguer. Mais de l'autre, ça me parasitait, parce que je n'aimais pas l'idée qu'il se soit lassé de moi. C'est ce qui arrive quand tu prends un mari que tu aimes. Un jour ou l'autre, il te délaisse. Et il ne reste que des cendres froides du brasier dont tu pensais qu'il retirait les moutons par milliers. Un jour, j'ai réalisé que Hamid ne prenait plus la peine de se lever pour travailler. Dieu seul sait comment il ramenait l'argent à la maison. Il se levait en milieu d'après-midi, il prenait son café au lait en fumant une cigarette et il allait au café rejoindre ses copains. C'était ça, son travail. Aller au café et rêver à des plans qui allaient lui faire gagner de l'argent d'un coup. Un jour, il est venu avec ce qu'il a dit être la meilleure opportunité qu'il ait eue dans sa vie. Un de ses amis lui avait proposé d'investir 10 000 dirhams dans un lot venu de Chine. Des ballots remplis de lunettes, de sandales, de couvertures. Il voulait acheter la marchandise et l'écouler. Il disait qu'il allait démarrer avec ça, racheter de la marchandise et continuer jusqu'à ce qu'il devienne riche. Il a emprunté de l'argent à sa mère. Dieu seul sait ce qu'elle a vendu pour le dépanner. Le jour où il est revenu de Bar Rachid avec l'argent, il est sorti avec son copain pour fêter leur future affaire extraordinaire. C'était une fête. Et quelle fête! Il est sorti avec 10 000 dirhams, il en est revenu avec rien. Il ne s'en est rendu compte que le matin au réveil. L'argent s'était envolé. Il l'avait caché dans la poche intérieure de sa veste, il a dit. Il n'est pas cinglé, lui. Il a passé la journée à chercher l'argent. Dehors d'abord, puis à la maison. Il a vidé le contenu de notre armoire sur le lit et le sol. Il a fouillé toutes mes affaires. Il a même déchiré la poche intérieure de sa veste pour voir si les billets n'avaient pas glissé dans le blouson. Il a réalisé qu'il ne verrait plus la trace de son argent. C'est là que son viseur m'a pointé. Moi, pour l'aider comme une conne, je lui ai demandé de retracer son parcours de la nuit en lui disant d'essayer de se souvenir où il était allé exactement. Des fois qu'il aurait oublié une piste. En guise de réponse, et en me demandant de me mêler de ce qui me regarde, il a envoyé un coup qui m'a bleui l'œil. C'était la première fois qu'il levait la main sur moi. Et de ce jour, elle est restée en haut. Elle cherchait n'importe quel prétexte pour atterrir sur mon visage. Quand c'était parce qu'il était jaloux, je ne disais rien parce que je comprenais. Quand c'était parce qu'il avait juste besoin de refroidir ses ardeurs, là, je sortais de mes gonds. Et moi aussi, je lui en envoyais des pains dans la figure. On ne pourrait pas dire où est parti cet argent. Quoi qu'il en soit, l'histoire s'est terminée avec lui qui m'embrasse les pieds et les mains pour que je lui donne les bracelets et la chaîne d'or qu'il m'avait offert à mon mariage. Le temps que je dise oui, qu'il les vende et qu'il vende sa moto, il était trop tard pour acheter la marchandise. Le container qui arrivait de Chine avait quitté le port. Alors ce qu'il a fait, c'est qu'avec mon or, il a rendu l'argent à sa mère et il est revenu à la case départ. C'est à ce moment qu'il a pété un câble. Il n'a pas avalé le fait de cette faire doubler. Le jour où il a voulu rendre l'argent à sa mère, il lui a offert un magnifique foulard en lui disant que grâce à elle, il avait réussi à se lancer dans les affaires et qu'il allait commencer à gagner pas mal d'argent et à lui rendre tout le bien qu'elle avait fait pour lui. Finalement, il a tellement brodé autour de cette fable que c'est comme s'il s'était mis à y croire. Et les 2 sous qu'il arrivait à se débrouiller ne lui suffisaient plus. Il ne pensait plus qu'à l'argent et à comment en rentrer. Mais malgré ça, ne va pas imaginer qu'il a cherché un instant à se débrouiller un vrai boulot.
Moi, je crois que je l'aimais encore. Ou plutôt, comme j'étais encore un peu idiote, je pensais que ça pouvait passer. Et j'espérais. Malgré nos disputes et nos bagarres, je lui pardonnais encore. Comment on en est arrivé à la suite et à cette déchéance, je ne pourrais pas le dire. On a avancé sur notre chemin jusqu'à nous y retrouver et c'est tout. Un soir, on était à la maison sur le point de dîner, Hamid, un copain à lui et moi. Il amenait souvent des amis à la maison. Je leur préparais à manger, ils buvaient une ou deux bouteilles de vin et ils allaient au bar. En général, on se disputait toujours quand il en revenait. Je ne disais rien pour la cigarette, rien pour le hashish, rien pour l'alcool. Mais ça me faisait chier qu'ils ramènent ses copains. Je me sentais trop quand ils étaient là. Ce soir-là, j'avais préparé un tagine de pommes de terre aux tomates. Son copain et lui étaient assis sur le matelas et ils prenaient le verre en plastique blanc à tour de rôle en fumant des cigarettes et en attendant que je serve le dîner. Après dîner, Hamid s'est levé et il est parti en lançant « Je vais acheter des cigarettes et du vin. Je ne vais pas tarder. » J'étais en train de ruminer dans la chambre quand j'ai aperçu derrière moi les pieds de son copain. « Tu as besoin de quelque chose ?» Je lui ai demandé en essayant de masquer mon énervement. Je n'ai pas eu le temps de finir ma phrase que je ne pouvais déjà plus bouger. Il m'avait sauté dessus en me mettant la main devant la bouche et en m'attrapant par derrière. D'un côté, j'étais coincée par le mur, de l'autre par sa jambe qu'il avait enroulée autour des miennes. Il était collé à moi et il frottait son bâton contre mes fesses en cherchant à baisser son pantalon de sa main libre. Je me débattais, mais il était fort comme un taureau. J'essayais de crier, il m'étouffait. Mon cou était tordu, je n'arrivais pas à bouger sans prendre une décharge électrique. Je pensais aux voisins s'ils venaient et qu'ils assistaient à ce spectacle. Sa main soulevait ma robe. Je pensais à mon mari qui allait rentrer et me trouver dans cette position. Il baissait mon caleçon. Je l'ai mordu en me contorsionnant comme un ver et en appelant « Hamid !» Il a serré davantage sa main sur ma bouche et a envoyé son souffle dans mon oreille. « Hamid, ne me dis pas qu'il ne t'a pas prévenu. » Ce qu'il a dit m'a sonné. Il me l'a mise d'un coup sec. Je n'ai plus bougé jusqu'à ce qu'il finisse et qu'il remonte son pantalon avant d'aller s'asseoir en allumant une cigarette avec son briquet orange, la braguette encore ouverte. Il a fumé en prenant son temps avant de se lever pour partir. Ce n'est que quand il est sorti que j'ai remarqué que la bouteille et le paquet de cigarettes sur la table étaient encore pleins. Et que Hamid n'avait aucune raison d'aller en racheter. Quand Hamid est rentré, il s'est dirigé vers l'armoire comme si de rien n'était. Il ne m'a pas demandé pourquoi ce copain n'était plus là. Il rentrait les mains vides. Et ses yeux n'ont pas croisé les miens. Cette nuit est passée au ralenti. Hamid et moi, on s'est tapé dessus jusqu'au matin. Il essayait bien d'arrêter la lutte, mais je revenais à la charge, sans arrêt. Je ne l'ai pas laissé se reposer une seconde. Après, il était lui aussi comme un fou. En serrant les dents, je lui demandais de me dire pourquoi il avait fait ça. Et de rage, je pleurais. Et plus les larmes coulaient, et plus je le détestais. Et je me détestais de me donner en spectacle devant lui. Je voyais ma mère qui me disait qu'il n'était pas un homme pour moi. Je pensais aux autres filles du quartier qui ne s'étaient pas battues pour lui et qui m'avaient laissé le prendre. Je pensais à mon insistance pour être avec lui. Au bout d'un moment, je n'avais qu'une idée en tête, qu'il s'introduise en moi. La grimace de dégoût qu'il a affichée quand je lui ai dit de le faire a achevé de me mettre hors de moi. C'est moi qui suis dégoûtante. Tu m'as donné à l'autre saleté, et c'est moi qui suis dégoûtante. Ben maintenant, tu vas me baiser. Tu vas me baiser.
sentait mal que le souffle entre dans ma poitrine. Plus il me repoussait, plus je le harcelais en lui collant mes seins sous le visage. Je les prenais dans mes mains, je les serrais, je les mettais sous son nez. Tiens, regarde, c'est comme ça qu'il a fait, ton copain. Oui, celui qui était là tout à l'heure et qui m'a niqué. Il essayait de tirer sur mes poignets pour enlever mes mains de mes seins. Sur le coup, je ne sentais rien, mais je les ai pressés tellement fort, cette nuit-là, que le lendemain, j'ai trouvé la trace violette de mes doigts en biais sur ma poitrine. Ce qui m'a achevé, et là où j'ai abandonné la lutte, c'est quand, en essayant d'attraper son sexe pour en écraser les boules, j'ai senti qu'il était dur. Avec tout ça, il bandait. Et là, ça y est, j'avais plus envie de me battre. À l'instant où il m'a senti me vider de ma force, il a eu envie de me prendre. Il a déchiré ce qui restait de ma robe et il m'a monté en me traitant de tous les noms et en m'arrachant les cheveux. Je n'ai pu bouger jusqu'au matin. La deuxième fois que ça s'est produit, c'était quelques jours après. Il m'a prise par surprise. Ce fils de pute ne m'a pas laissé le temps de réaliser ce qui se passait. Moi, si j'avais pu réfléchir, sortir de mon coma, ou si j'avais juste la moitié des capacités que j'ai maintenant, je ne l'aurais jamais laissé s'approcher de moi à nouveau. Il m'a dit, écoute, on peut sortir de la merde dans laquelle on est. On peut se faire de l'argent rapidement et passer à autre chose. J'ai préparé un plan impeccable. Il me faut juste de quoi le faire. Je n'ai pas besoin de grand-chose. Et tu sais, je n'ai personne sur qui m'appuyer à part toi. Écoute, je connais un autre gars. Il a des contacts en Chine. Tu lui passes une commande, il achète les choses et il te livre quand ça arrive. Après, on retourne à Barachim. J'ai pensé qu'on pourrait ouvrir un café-restaurant. Et on y travaillera tous les deux. Je ne te l'ai pas dit, mais j'ai été là-bas avant-hier. J'ai trouvé un local. Moi, je m'occuperai de l'approvisionnement et de la caisse. Toi, avec la cuisine que tu fais, tu vas tout de suite éclater tous les autres. Aucun autre restaurant de Barachim n'aura plus de clients. Et on sera aux côtés de nos familles. Ta mère sera contente et fière. Qu'est-ce que tu dis alors? Dis-moi, s'il te plaît. Ne restons pas comme ça. Dis-moi. Et si tu te fais entuber par le mec à qui tu vas avancer l'argent? Et c'est de là que c'est parti. Je ne saurais pas te dire pourquoi j'ai dit oui. La seule chose que je peux te dire, c'est qu'à cette période, je n'aurais pas su distinguer mes orteils de mes doigts. Il a ramené un de ses copains qui a fait ce qu'il avait à faire et qui est reparti. Quand Hamid est rentré, il tenait dans les mains une boîte à chaussures qu'il a posée dans l'armoire et dans laquelle il a mis des billets. Après cette nuit, c'est arrivé plusieurs fois et à chaque fois, ça se passait de la même manière. Il sortait, un de ses amis rentrait. On le faisait. Son ami sortait. Et Hamid revenait avec des billets qu'il mettait dans la boîte. On a vécu longtemps comme ça. Nos jours étaient semblables. Je me levais tard, je passais l'après-midi à la maison à regarder la télévision pendant qu'il partait je ne sais où. À la tombée du jour, je m'habillais et je sortais une bouteille devant laquelle je me posais avec mes cigarettes. C'est à cette époque que j'ai commencé à grossir. Je ne me préparais plus à manger, mais j'enflais comme un ballon de baudruche. Quand il rentrait, on sortait, sans se parler. On prenait un taxi et on allait dans les bars. Au bout d'un moment, il ne venait même plus avec moi. En rentrant, je mettais l'argent dans la boîte et voilà. Notre routine s'est interrompue quelques mois quand je suis tombée enceinte de ma fille. Mais au total, on est resté 8 ans comme ça. Ce PD de Hamid, quand je lui ai dit que j'allais donner la vie, a voulu prendre ses jambes à son cou. Mais je ne lui en ai pas laissé l'occasion. Je lui ai dit que j'irais au commissariat et que je dirais tout à la police.
C'est là qu'il est resté. De toute façon, c'est tout à lui, c'est de la connerie. Avec les cheveux qu'a ma fille, personne d'autre ne peut être son père. Quelques jours après qu'elle était née, je l'ai confiée à ma mère. Je n'arrivais pas à m'occuper d'elle. Hamid ne supportait pas qu'elle ait tout le temps la bouche ouverte à pleurer pour rien. Moi, je n'aimais pas qu'elle tète mon sein. Je n'avais pas changé ses couches. Je n'arrivais même pas à l'embrasser, tu imagines? Deux ans encore sont passés. On allait chez nos parents de temps en temps pour les fêtes et on faisait comme si tout était normal. Ma mère, qui se mêle de tout, surtout quand ça ne la regarde pas, me posait à longueur de journée des questions sur ma mauvaise mine, mes cheveux gras. Elle n'arrivait pas à comprendre que mon mari fasse de l'argent et que moi, je me laisse aller comme ça. Je ne lui disais rien, mais elle finissait quand même ses phrases par un « si tu m'avais écouté ». Un jour, Hamid est arrivé avec la deuxième idée du siècle. Il allait immigrer clandestinement en Espagne. Ça faisait longtemps que je n'écoutais plus ce qu'il disait. Je ne faisais même pas semblant de m'y intéresser tellement j'en avais rien à foutre. Et de l'Espagne, il parlait de plus en plus. L'Espagne par-ci, l'Espagne par-là. Et finalement, son truc est devenu sérieux. Il a arrêté les joints d'un coup. Et il a mis toute son énergie à préparer son départ et à ramasser de l'argent pour les passeurs. Quand il est parti, moi, elle a voulu que je retourne habiter avec elle. Mais je n'avais pas la force de la voir et de l'entendre tous les jours. Hamid m'a appelé d'Espagne pour me parler de son remariage avec une autre. Hamid voulait que je lui accorde le divorce pour qu'il puisse se marier là-bas et obtenir ses papiers. Moi, dès que j'ai entendu ça, je l'ai envoyé peut-être. Puis j'en ai parlé aux filles, les amies que je m'étais faites depuis que j'avais commencé à sortir. Les filles, elles m'ont tout dit d'une seule voix, de lui donner son divorce pour donner une chance à ma fille. Peut-être que si je l'aidais sur ce coup, il se souviendrait d'elle quand il aurait ses papiers et qu'il la ramènerait en Espagne et qu'elle pourrait grandir là-bas, aller à l'école et se construire un avenir et qu'elle sortirait de la mélasse qu'on a ici. Alors j'ai dit oui. Je lui ai fait jurer sur la tête de sa mère qu'il ferait ses papiers à Samia quand il aurait les siens pour qu'elle parte avec lui. J'ai demandé et obtenu le divorce pour abandon de domicile conjugal et il s'est remarié. Quand j'ai annoncé à ma mère que j'avais divorcé, j'ai cru qu'elle allait devenir dingue. Maintenant, il habite dans une ville qu'ils appellent Mataró et il attend toujours ses papiers. Moi, j'ai peur que d'une seule chose, que cette pute de sa femme, une Marocaine de Mékénès qui fait les ménages là-bas, nous crée des complications. Ou qu'elle tombe enceinte et qu'elle commence à dicter sa loi. Ou qu'elle lui fasse bouffer quelques saloperies qui le rendra encore plus con qu'il n'est. On a assez d'histoires pour qu'elle en rajoute. Alors, je le surveille bien. Et comme il n'y a personne qui le connaisse aussi bien que moi, je lui envoie de l'argent. Et c'est avec ça que je le tiens. Je sais d'expérience qu'il n'y a rien qui l'aime autant. Surtout s'il n'a pas bougé le petit doigt. À sa place, qui ouvrirait la bouche pour se plaindre? Merci Nathalie, merci beaucoup, bravo. Alors maintenant, je vais chercher dans la liste Myriam Aloui qui est avec nous. Alors, Myriam, voilà, je vous ai mise comme intervenante de ce webinaire. En principe, vous pouvez activer votre caméra. C'est bon, nous vous voyons, mais on ne vous entend pas encore. Et là, c'est bon? C'est bon. Bonsoir Myriam Aloui, merci. Bonsoir. Bonsoir Myriam. On est ravis de pouvoir compter sur votre présence du coup pour cette petite discussion entre vous et puis également avec notre public fidèle à ces lectures dramatisées. Déjà, merci d'avoir accepté qu'on puisse lire
des fragments de La vérité sur la bouche du cheval. Est-ce Merci que à c'est vous. quelque chose que vous avez déjà, est-ce que c'est un format que vous connaissiez déjà? Plus ou moins, j'ai déjà assisté à des lectures avec improvisation au théâtre au Canada, mais je dois avouer que là, j'ai été très agréablement surprise et même peut-être un peu perturbée par la lecture de Nathalie. Vous m'avez impressionnée. Merci. Vraiment, hein, bravo, ouais, vous m'avez impressionné parce que c'est une chose d'écrire dans son coin et j'ai un rythme et une musique en tête, mais vous l'avez joué avec votre propre voix qui est différente de la mienne, mais Ah oui. qui m'a énormément surprise parce que j'ai eu l'impression euh, d'entendre le texte de quelqu'un d'autre en fait. Oui, je comprends parce que c'est vrai que quand on lit, on imagine hein, aussi. Et qu'après, quand tu vois, c'est comme quand tu vois un film après avoir lu un livre, et c'est toujours un peu perturbant parce que ça correspond pas à ce que tu imaginais. C'est ça, c'est ça. Mais bravo, hein, merci beaucoup. Ça m'a. Oups, c'était. Ah Je bah, merci m'attendais à pas du vous, tout on à est ça. Merci ravis parce beaucoup. qu'on commentait avec Lola que c'est la première fois que, en plus qu'on a une auteure femme avec nous au débat et en plus vous, enfin en tout cas moi j'ai adoré hein, la nouvelle, j'ai adoré, c'est Merci. merveilleux. Enfin, je recommande Merci. à tout le monde qu'il la lise parce que ça c'est vraiment un mini extrait. Hein, c'est bon, j'ai dû faire un choix, mais bon la nouvelle est 10 fois plus que ça. Hein, le roman est beaucoup plus riche que tout ça. Et bon voilà. Et justement, vous, Myriam Malawi, au niveau de ces coupures, justement, est-ce que au niveau du choix de ces fragments, est-ce que vous pensez que les fragments étaient voilà, enfin, plutôt bien choisis? Est-ce que vous, enfin, pour une lecture comme ça d'une demi-heure, vous serez plutôt dirigé vers d'autres extraits de votre œuvre? Alors déjà, je vous entends dire des fragments. Je sais pas, j'imagine que vous avez fait des coupures, c'est ça, et collé des morceaux. Je m'en suis pas rendu compte. C'est-à-dire, non, en fait, c'est des fragments relatifs dans le sens où, en fait, ça, c'est une histoire dans l'histoire, puisque c'est son histoire avec son mari. Donc, en fait, c'est l'histoire complète de son histoire avec son mari, mais il y a des coupures dans l'histoire, oui, parce que sinon, c'était trop long. Je m'en suis pas rendu compte. Voilà, merci. Incroyable, super. Je m'en suis pas rendu compte. Et puis aussi, j'ai aussi enlevé beaucoup de noms marocains que j'avais du mal à dire et j'avais un peu honte. Je me suis dit, j'ai essayé de les travailler, mais quand j'avais personne pour être avec moi, je me suis dit, voilà, oh non, je vais pas dire ces mots mal. Hein. Déjà, ce que j'ai dit, je crois que je les ai dit comme j'ai pu. Mais, Non, non, c'était très bien. Et puis j'ai vu le verre raté aussi avec les petites ciselures comme ça. les quoi, Le verre raté. le verre raté? À un moment, vous Le avez verbe montré un verre. Ah oui, le verre raté. voilà. Ah oui, oui, oui. Oui, la Jalaba aussi qui vient du Maroc. Oui, oui, je vois, je vois. Et c'est drôle parce que votre tenue ressemble à la tenue qu'ils ont mise en couverture de la version anglophone. Ah oui, tiens, c'est Ah, curieux. c'est du bleu avec un espèce de jaune moutarde un peu doré. C'est Ah, exactement c'est parce ça. que c'est des couleurs, c'est pour ça qu'en fait on l'a acheté, c'est parce qu'on a trouvé les couleurs mais merveilleuses quoi en fait. Ben, c'est exactement ça qu'ils ont choisi pour la couverture aux Parce que États-Unis. comme elle en plus elle dit dans pendant toute le roman, elle porte des djellabas, c'est pour ça. Ouais, ouais. Du coup, c'est peut-être qu'on va aller un peu plus sur la genèse de l'œuvre, Myriam Alaoui. Parce que du coup, voilà, j'imagine que vous êtes inspiré de faits pendant votre vécu à Casablanca, n'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'il y a des fonds du coup de vérité, enfin, ou du coup, enfin, cette protagoniste, est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissiez, qui a existé, ou c'est vraiment une inspiration que vous avez faite par rapport à des personnes que vous avez pu rencontrer à Casablanca? Alors, c'est pas une personne, ce sont des personnes que j'ai réunies en une seule. Et beaucoup des histoires, que ce soit celles de Jmiha ou des autres protagonistes, sont des histoires réelles que j'ai entendues, qu'on m'a racontées, auxquelles j'ai assisté. Donc, beaucoup de ces histoires sont réelles. J'ai l'impression d'avoir voilà, mis un petit peu en scène tout ça et créé un fil directeur pour les relier entre elles.
Mais voilà, Jmiha ressemble à des femmes que j'ai rencontrées. Physiquement, j'ai pris une personne que je connaissais, que je connaissais à une certaine époque, donc c'était beaucoup plus facile pour moi c'était facile pour moi de l'imaginer. Je l'ai prise avec sa gestuelle et sa façon de parler. Et puis dans la personnalité, il y a un mélange, on va dire, il y a un mélange de plusieurs personnes. Voilà. D'accord. Et alors, je vais peut-être laisser notre public poser des questions, parce que c'est vrai que le public est là aussi et peut poser des questions. Alors, pour l'instant, voilà, on a des mots de félicitations pour la lecture et de remerciements. Donc, je vais continuer. Je vais continuer un peu sur justement enfin, donc, votre œuvre. Est-ce que pour vous, c'est plutôt enfin, c'est votre vision de la femme au Maroc, ou c'est plutôt comment, qu'est-ce que vous avez vraiment voulu retransmettre par rapport à cette vision de la femme marocaine, notamment enfin, une prostituée, du coup, dans ce cas-là? Est-ce que, enfin voilà, le but un petit peu. Bah, écoutez, j'ai souvent répondu la même chose. Enfin, j'ai souvent répondu à cette question et je crois que ma réponse est un peu peut-être décevante. J'ai pas de but. J'ai pas cherché à transmettre un message. J'ai pas cherché bah, à passer quoi que ce soit de particulier. J'ai écrit ce qui est sorti et je me suis laissée porter. Et le caractère de Jmiha s'est forcé et renforcé petit à petit et j'ai suivi son histoire. Voilà. C'est pas. Je pense, je ne sais pas, j'imagine qu'il y a différentes façons d'écrire ou différentes manières d'aborder l'écriture. Je pense que certaines personnes ont une approche très intellectuelle, d'autres ont une approche donc avec des idées qu'elles veulent défendre, faire passer, exprimer, promouvoir, ou contre lesquelles elles sont. Et puis certaines personnes aussi vont avoir une approche organisée, structurée, de plan. Moi, je n'ai ni l'un ni l'autre. Je n'ai pas de message, je n'ai pas de structure. Donc, j'ai plongé dans l'histoire et j'ai suivi sans savoir du tout où j'allais. Et voilà, jusqu'à ce que ça ait fait ça. Est-ce que vous savez, parce que je sais que je suis en contact avec Pilar González de la Editora Ouais. Citara, est-ce qu'on a une date du coup pour la publication de l'œuvre en Espagne et en espagnol? Pas encore, elle a été reportée à plusieurs reprises en raison du La pandémie, Covid. bien sûr. Voilà, de la pandémie, donc ça a été reporté à plusieurs reprises et donc je ne sais pas, je n'ai pas d'idée encore de la date de parution. On espère prochainement. Et moi, j'avais une question aussi. C'est vrai que, du coup, que pensez-vous parce que c'est vrai que, du coup, enfin, votre personnage principal, Jmiya, donc, est marocaine. Et la lecture, du coup, par une non-marocaine, qu'est-ce que vous pensez un peu de... Enfin, non, mais c'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, du coup? Enfin, vous avez dit que pour vous, c'était un texte totalement nouveau, que vous avez quasiment redécouvert la lecture. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter là-dessus? Je pense que c'est plus la personnalité de Nathalie qui en a fait quelque chose de nouveau. Et l'intonation, parce que l'intonation marocaine aurait sonné différemment, parce que souvent j'ai pensé en arabe et traduit en français, donc dans le rythme, j'avais un rythme, on va dire une musicalité marocaine, arabe en tout cas, et une transcription en français. Là, ce qui est très différent par rapport à Nathalie, c'est qu'elle n'a pas eu la même rythmique. Mais en même temps, elle a donné au caractère, elle a donné au personnage une force, mais on sent la Méditerranée quand même, dans laquelle on sent malgré tout la Méditerranée. Hein, mais je trouve que c'est tellement bien écrit qu'on on s'identifie complètement avec le personnage. C'est merveilleux, hein, c'est merveilleux comment elle est écrite. Elle a une force de vie en plus. Je trouve que c'est vraiment touchant comme personnage et c'est vraiment déchirant parce qu'il y a une espèce en plus d'acceptation de tout ça qui est terrible en fait. Non, comme à la fin, elle est même fière de lui envoyer de l'argent. mais c'est ça, en fait, en vous écoutant, je me disais, mais c'est horrible cette histoire. C'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Non, c'est vrai.
D'ailleurs, je n'allais pas la finir comme ça. C'est Lola qui m'a dit non, mais finis-le avec ça parce que c'est vrai que c'est la fin du chapitre. Et tu dis, mais en plus, elle lui envoie de l'argent. Enfin, C'est ça, c'est dingue. Parce que c'est vrai que en même temps, c'est la façon de le tenir lui. Et puis, il y a cette espèce d'acceptation un peu de bon, bah, c'est le mari que tu as. Quoi. Bah, si tu as de la chance, tu as un bon mari. Puis si tu n'as pas de chance, tu as un mauvais mari. Si tu as un mari alcoolo, bah, il est alcoolo. Si tu as un mari qui te frappe, bah, tu as un mari qui te frappe. Bah, mauvaise chance. Quoi. Bah, tu as le mari que tu as. Quoi. Non, c'est un peu ça. C'est un peu. Bon, bah voilà. Mais ça, Parce que c'est vrai que ça elle, dans le roman, rejoint. elle accepte sa vie. Elle est pas, elle se plaint. Enfin, elle est pas. Je sais pas. Elle accuse personne. Il n'y a Elle pas de accepte quoi. victimisation Elle finalement de accepte. ce personnage. Ouais. Mais ça, je pense que c'est aussi, ça, c'est peut-être pas propre à la mentalité marocaine, mais c'est caractéristique aussi de la mentalité marocaine. Voilà, c'est ce que. On a une expression en arabe qui dit c'est la traduction, ça voudrait dire c'est ce que Dieu a donné à cette heure. Voilà, c'est tout. C'est pas, ça sert à rien ça sert à rien d'essayer de changer des choses, de refaire le monde, de se battre contre les éléments. Pour le moment, il y a ça et il faut l'accepter. Oui, oui. Alors, je vais te lire quelques commentaires du coup. Donc, Pedro Casablanc qui nous dit fantastique Nathalie. Pedro avec qui nous avons travaillé plusieurs fois, à plusieurs reprises pour des lectures. François Villa de Barcelone, du Festival Oui de Barcelone, dit merci Nathalie pour cette lecture. Bettina Lerotte, qui est une de mes collègues à l'Institut français, c'est grâce à elle que nous avons connu ce livre. C'est grâce à Bettina voilà, qui nous remercie pour cette lecture. Donc, merci Bettina. Merci, oui. Oui. Ensuite, bravo, voilà, beaucoup de textes de félicitations. Merci pour l'initiative. Moi, je reviens sur quelque chose que vous venez de dire, Myriam. Vous avez dit que du coup, vous avez pensé du coup les mots de la protagoniste en arabe, et finalement, vous avez tout retranscrit en français. C'est bien ça? Enfin, en simultané. En simultané. Oui, non, j'imagine. Mais c'est vrai que du coup, est-ce que ça n'aurait été pas peut-être plus simple pour vous d'écrire ce roman en arabe finalement? Comment il Non, sortait de non, façon naturelle? non, pour plusieurs raisons. D'abord, les protagonistes parlent en arabe dialectal et l'arabe qui s'écrit est l'arabe classique. Donc, ce sont deux arabes complètement différents, très très peu de. Enfin, avec une base, on va dire, grammaticale commune et avec un certain vocabulaire commun, mais extrêmement différent. Donc, ça, et je ne maîtrise pas l'arabe classique. Donc, ça, c'est la première des choses. Et puis, voilà, c'est plus naturel pour moi et j'ai une meilleure connaissance de la langue française avec une meilleure affinité, on va dire, musicale qu'avec l'arabe. Donc, c'était plus simple pour moi comme ça. Enfin, ça aurait été impossible autrement. Peut-être qu'en anglais, j'aurais pu le faire, mais pas en anglais. Ok. Et sinon, pour préparer du coup l'interview, j'avais écouté du coup une interview de vous de France Culture sur une possible adaptation du coup au cinéma du roman. Où est-ce qu'on en est de cette adaptation, Myriam Alaoui? Alors, il y a à peu près 2 ans, j'avais travaillé avec un producteur sur l'éventualité d'en faire un film, et puis ça n'avait pas abouti. Et il y a quelques semaines, j'ai été contactée par un autre producteur. Euh, donc, voilà, je sais pas pour l'instant. Et puis là, je suis en train d'écrire un autre roman. Donc, voilà, j'ai été contactée par ce producteur. On a parlé, on a échangé, mais j'ai pas l'espace disque disponible. Ok, donc du coup là vous êtes en plein processus d'écriture, c'est ça, actuellement? Exactement, ouais. Et est-ce que du coup, une histoire qui aura lieu à Casablanca également, au Maroc? Non, non, Non? non, à New Quelque chose York, de à New différent? York. À New York, d'accord. Ok, très bien. Et je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de questions de la part de nos auditeurs. Et vous, Nathalie, vous avez des projets actuellement, peut-être, vu qu'on parle des projets de Myriam, avez-vous des projets actuellement à Madrid ou hors de Madrid? Alors, en ce moment, je suis en train de jouer un monologue issu de la première lecture qu'on a fait ensemble de Passion simple d'Annie Ernaux, puisque Eduardo Recabarren a vu la lecture. C'est un ami qui écrit et qui lui a beaucoup plu, et donc il m'a proposé d'en faire un monologue. Il a fait une version, il a écrit une version du roman. Et donc voilà, et c'est ce que je suis en train de faire en ce moment au théâtre Lara de Madrid. Il nous reste de ce mois deux mercredis, mercredi prochain et mercredi suivant.
Et en mai et juin, on va faire théâtre brunch ou théâtre apéro à 1h, les dimanches à 1h de l'après-midi au Théâtre Lara. On est ravis avec cet horaire. Très Et, bien. Horaire brunch, apéritif. voilà, théâtre brunch, théâtre vermouth, c'est au choix. Très bien, très bien. Mais écoutez, s'il n'y a pas plus de questions, hormis enfin, beaucoup de félicitations de votre part, peut-être, Myriam, du coup, merci encore à vous d'avoir accepté notre invitation. C'est vraiment un plaisir. Vous êtes à New York en ce moment? Vous êtes aux États-Unis? Non, là, je suis au sud du Maroc. Ah, vous êtes au sud du Maroc, d'accord. Et j'ai la mer face à moi, c'est magnifique. Ah, c'est plutôt un beau Ah, cadre pour travailler, j'imagine. C'est exactement ça, en fait. Je suis arrivée hier. très envie de lire votre prochain roman. Hein. Merci beaucoup, merci. J'y travaille là, justement. Je suis là pour une petite semaine d'écriture sans responsabilité et sans monde extérieur. Bon, très bien. En tout cas, on a hâte du coup de pouvoir lire votre prochain roman. Merci à toutes les deux. Merci à. Donc voilà, enfin juste voilà, dire que votre livre est disponible aux éditions Gallimard, n'est-ce pas, en France, et prochainement, on espère dans les mois qui viennent, ou peut-être les semaines qui viennent, aux éditions Citara Editorial. Voilà, merci Nathalie de montrer la couverture. Et encore merci Mariam Alaoui, merci Nathalie Plumot. Moi, je peux vous dire que la prochaine lecture, c'est le 14 avril, avec Habibi qui nous lira des extraits de Petit Pays de Gaël Faye. Voilà, 14 avril, sur cette même plateforme Zoom. Toujours, on essaye d'innover dans cette crise sanitaire où voilà, il faut proposer des activités culturelles d'une façon autre et sans risque pour personne. Et je pense que c'est plutôt un très bon format. Donc, Merci. merci à vous deux et à très bientôt. Et à bientôt. Merci Romain. Au revoir, merci. Salut, au revoir.